À l'est, il y a beaucoup plus d'ennemis, bien plus qu'ailleurs. C'est là que l'ennemi concentre sa force principale. Nos troupes n'ont pas assez de réserves là-bas. C'est vrai, il n'y a donc pas assez eu de rotation. Ils ont mis la pression sur nos troupes fatiguées et ils ont pu avancer. Nous ferons tout pour au moins stabiliser le front en janvier. Voilà, les troupes sont fatiguées, certains soldats désertent. Faiza Younsi nous a rejoint, donc Faiza, parce qu'en fait il y a une controverse en ce moment en Ukraine. Elle concerne une brigade qu'on connaît bien en France parce qu'elle avait été annoncée par Emmanuel Macron en juin. C'est la brigade Anne de Kiev, composée en grande partie de soldats formés donc et équipés en France. Eh bien, la plupart ont déserté. Ça pose problème et puis ça fait controverse, bien évidemment. Il y a une commission d'enquête qui vient même d'être lancée. Alors, cette enquête, elle va porter sur deux choses. Effectivement, ces désertions massives, et je vais y venir tout de suite, et les abus de pouvoir également au sein de cette brigade Anne de Kiev. Cette brigade qui était censée être une brigade modèle de haut niveau. Dans ses effectifs, regardez, 4500 soldats. Plus de la moitié formés en France. Et bien sur ces 4500 soldats, un tiers, 1700, ont déserté avant même d'être déployés sur le front. Ces soldats sont rentrés le mois dernier en Ukraine. Il y en a quelques-uns, une cinquantaine, qui avaient même abandonné leur poste alors qu'ils se trouvaient en France. Cette affaire, elle suscite la polémique en Ukraine, car outre ces désertions massive, la formation n'aurait pas été à la hauteur. Le commandement militaire est pointé du doigt. Selon les médias ukrainiens, la formation s'est déroulée dans un chaos organisationnel complet. Et ces hommes, d'ailleurs, en plus, avaient été recrutés, ils avaient été enrôlés de force, ils n'étaient pas du tout volontaires. Le commandement est accusé d'avoir démantelé la brigade et d'avoir envoyé ses soldats, ceux qui sont restés, sur d'autres unités pour colmater les trous. Le reste des hommes, alors là, ils ont été envoyés à Pokrovsk, qui est l'un des points les plus chauds du conflit avec la Russie. D'ailleurs, la porte-parole du bureau d'enquête de l'État, elle s'est exprimée en ces termes sur cette affaire. Écoutez, à cause de cette attitude criminelle envers la vie des soldats, la 155e brigade a subi des pertes importantes dès le premier jour. Autre élément très déroutant concernant cette brigade, elle devait être modèle, mais elle n'était pas équipée en drone ni en équipement de brouillage électronique. Or, on le sait, ce sont des éléments indispensables dans cette guerre. Le commandant, l'un des chefs les plus expérimentés, a été démis de ses fonctions, mais d'un point de vue symbolique, on peut dire que c'est aussi la coopération militaire entre la France et l'Ukraine qui en prend un coup. Regardez ces images. Emmanuel Macron avait rendu visite à cette brigade, c'était en octobre dernier. Ça se passait dans la Marne pendant 9 semaines. De plus, Paris avait cédé à la brigade des canons, des camions, des blindés d'évacuation. Ouais, effectivement, les fameux Césars déroutent donc de cette brigade et dans le même temps, l'Ukraine annonce faire le ménage dans le commandement. Les forces terrestres sont visées. C'est le ministre de la Défense lui-même qui l'a annoncé, Rustem Umerov, avec un examen complet, dit-il, du commandement des forces terrestres qui sera effectué. Pourquoi ? Bien parce que l'armée ukrainienne est aussi à la peine sur le front, mais pour autant, l'année 2025 est stratégique avec des négociations en ligne de mire. Écoutez ce qu'il a dit. La victoire nécessite une analyse approfondie de l'expérience et une compréhension honnête des erreurs. Merci beaucoup. Général, forcément une réaction. Effectivement, ça fait désordre. Alors nous, on va s'intéresser aussi au côté France, dans cette coopération franco-ukrainienne. Ça avait été annoncé par Emmanuel Macron lors du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, de cette formation, de cette brigade qu'elle allait être accueillie. Il y a 50 soldats ukrainiens qui en ont profité pour faire désertion en France. Oui, donc là c'est quand même un problème de motivation des soldats. On savait qu'il y a à peu près 50 000 soldats ukrainiens qui avaient fait désertion sur une armée de 700 000 hommes. C'est beaucoup, ça doit faire 8%, ça me paraît énorme. Je rappelle qu'en 1914, sur 5 ou 7 millions, 5 millions, on a dû mobiliser au départ. On s'attendait à 10% avec l'international socialiste de désertion, il y a eu 1%. Ouais. Donc là, on est sur des taux qui sont assez importants et qui nécessitent ils doivent se poser la question pourquoi leurs soldats ne sont pas motivés. Là, ils ont un véritable souci de ressources humaines. Juste en France, ça se passe comment ? Ils sont accueillis dans cette base, donc effectivement c'est dans l'est de la France. Oui, alors ils sont équipés sur nos camps, et puis on leur donne une formation parce qu'ils sont équipés avec du matériel français. On a équipé une première brigade, Anne de Kiev, c'était une reine de France qui était... Voilà, donc elle était reine de France, c'était la femme de Philippe Ier, petit-fils du Capet, et donc c'est l'Ukrainienne qui a été reine
de France. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom à cette brigade. Je crois que c'est la 157e, hein, c'est ça 155. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a été équipée en France et pour partie formée en France, mais aussi en travail d'état-major, etc. Donc, sur les matériels qu'ils servent, parce que les VAB, les Césars, c'est nous qui leur fournissons. Mais il n'y a rien de plus désastreux ensuite, quand on repart au combat, de déséquer un appareil militaire et puis de l'envoyer en pièces détachées à la découpe dans diverses unités. Ce qui fait la force d'une unité, c'est véritablement sa cohésion. C'est quand on a appris à s'entraîner ensemble, on apprend à combattre ensemble, on se serre les coudes, etc. On apprend à connaître son chef. Le chef, il donne des ordres. Mais je rappelle que le chef ukrainien, il a été relevé de son commandement également. Bah oui. Voilà. Et donc tout ça, c'est très important. Moi, je peux lever, pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand vous arrivez dans une unité étrangère, vous avez un moment d'adaptation, parce que les gens réagissent pas exactement comme vous avez l'habitude de travailler, les personnalités sont pas les mêmes, donc c'est jamais très simple. Moi, en opération, j'ai accueilli des unités, on agglomère toujours, hein. Quand j'étais en Afghanistan, je crois que j'avais 38 unités différentes sous mes ordres. Eh bien, c'est 38 cultures différentes, en fait. Donc, si vous n'amalguez pas ça correctement, c'est l'assurance du désastre. Mal organisé. Et revenir avec une brigade qui a été formée pendant des mois ensemble et la vendre à la découpe, c'est l'assurance du désastre. Voilà, tout simplement. Donc déjà, ça, c'est un vrai problème. Mais il y a un problème, d'ailleurs, au sein de l'armée ukrainienne, qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Hein. C'est tout l'intérêt du retour d'expérience. Évidemment. Galgar, ouais. Plusieurs choses. La première, l'évidence, c'est que c'est un énorme scandale. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ça ne pourrait pas tomber à pire moment pour les Ukrainiens. Il y a quand même quelque chose d'assez frappant là-dedans. C'est que c'est pas rien pour la France de former et d'équiper ces soldats par centaines. Je crois que le coût, c'est quelque chose qui se chiffre en centaines de millions d'euros, peut-être 900 millions d'euros. Donc si vous avez le sentiment du tout ça pour ça, ça pique au final, parce qu'on parle de canons César, il me semble qu'on leur en a cédé 18 des canons César. Pareillement, des véhicules AMX-10, des véhicules blindés de transport de troupes, des armes, des équipements. Donc il y a un vrai souci là-dessus, c'est un gros sujet. À mon avis, pour l'instant, ils essayent de voir si ça va prendre une tournure plus politique. Les Ukrainiens, il y a une urgence à traiter cela correctement. Sinon, quelle va être la motivation des alliés pour continuer ce genre d'opérations qui sont très, très, très importantes. Sur la motivation des troupes, le général disait qu'il va falloir que l'Ukraine se pose des questions. Vous en avez rencontré, vous, pas mal de soldats ukrainiens? Oui, alors effectivement, visiblement il s'agissait donc de soldats mobilisés, peut-être pas tous très heureux d'aller se battre. Et alors, ce qui est intéressant, moi j'ai pu parler avec Gwendoline de Bono, qui est une reporter d'LCI, qui a assisté à la rencontre, je crois que c'était Sébastien Lecornu qui s'était rendu sur place dans la Marne pour rendre visite aux soldats qui étaient formés. Donc elle était là-bas, elle a pu rencontrer certains de ces soldats, effectivement, et aussi des soldats français. Donc on est face à des soldats qui étaient débutants, qui, semble-t-il, ont été bien formés. Elle a pu rencontrer ce fameux commandant qui a été limogé quelques jours après le retour en Ukraine. Et effectivement, à partir de là, ce qu'elle explique, parce qu'elle a pu recontacter des sources, c'est que, au moins une source, c'est qu'effectivement, il y a eu une désorganisation totale au niveau du commandement, et que le vrai problème, et c'est ce que vous évoquiez, c'est que cette brigade, elle a servi de donneur pour d'autres brigades. C'est-à-dire que les soldats ont vraiment été dispatchés dans différentes brigades, mais toutes dans la région de Pokrovsk, qui est un des fronts les plus difficiles. Alors on imagine des soldats, même s'ils ont été bien formés, quand vous atterrissez dans la région de Pokrovsk, c'est quand même le point le plus chaud. Donc on peut comprendre que ça n'incite pas non plus ces hommes à aller se battre. Donc ça peut expliquer les dysfonctionnements. En plus de ça, ils devaient recevoir du matériel électronique. Ils n'ont pas été équipés correctement. Sur le front, ils ne l'ont pas reçu sur le front. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Donc, les problèmes de management, les problèmes de matériel, les problèmes de motivation, tout ça explique sans doute le désastre. Alors, du côté du ministère de la Défense, le ministère français de la Défense, effectivement, il y a une forme d'embarras. Moi, j'ai échangé ce matin avec une source qui m'expliquait, alors qui prenait bien le temps d'expliquer et ce que disent aussi les Ukrainiens, ils ne mettent pas en cause les Français du tout dans ces affaires. Ça remplit toutes ses obligations. Voilà, exactement. Et puis c'est aussi ce que confirme le ministère de la Défense en France, en disant nous, on les a bien équipés, on leur a fourni du matériel. Les Ukrainiens sont souverains dans la manière dont ils disposent de ces moyens militaires, que ce soit les hommes qui ont été formés
ou le matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... en tout cas, c'est ce qu'on nous explique de droit de regard, de où est envoyé ce matériel et comment il est utilisé. Et puis, il y a une petite précision aussi, c'est que les cas de désertion en France sont rares et dans la moyenne observée pour toutes les formations à l'étranger. On se sent quand même obligé de préciser ça, de dire que voilà, c'est 50... Enfin, alors, le chiffre des 50 n'est pas confirmé côté français, mais tout ça... Voilà, doit créer une certaine forme d'embarras, effectivement. Et en tout cas, la France sort en quelque sorte le parapluie. Et en disant, nous, on a fourni une formation de qualité, on a rempli nos engagements, le reste... Sur ce point-là, je vais vous réinterroger, Général, mais quand même, les questions pratiques, là, je tente 3e fois. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais moi, je lis ça. Ça se passe en France. On est dans la Marne, dans une caserne française. Des Ukrainiens sont formés et il y en a 50 qui partent dans la nature. Ça, c'est véritablement un problème de commandement ukrainien. Nous, on ne commande pas les troupes ukrainiennes. Donc ils viennent avec leur encadrement. D'accord, donc c'est pas à la France c'est absolument pas à la France à gardienner, ni à mettre des miradors pour garder les Ukrainiens à l'intérieur de... Bien sûr que non, mais une fois qu'ils ont déserté... Une fois qu'ils ont déserté, il y a combien d'immigrants clandestins en France? Vous les retrouvez comment, les 50? Qui les cherche? Franchement, nous, on a autre chose à faire que d'aller chercher les Ukrainiens. Mais non, s'ils partent, ils partent dans la nature. Nous, notre rôle, c'est pas de faire la chasse, vraisemblablement, Donc, pour vous, de toute façon, du côté français, tout a été fait, effectivement. La formation a été donnée. Mais la désorganisation... Je connais des officiers qui ont participé à la formation. Ils m'ont dit que ça avait été fait très, très sérieusement, y compris en travail d'état-major, parce que l'état-major de la brigade, c'est comme une centaine de personnes avec des officiers supérieurs. Faut que les cadres d'ordre capables, ils ont fait des exercices sur le terrain, ça s'est absolument bien passé. Mais ça a été très bien dit par Hélène, ils gardent la maîtrise, de leurs ressources humaines. C'est eux qui commandent leurs troupes pour savoir ce qu'ils veulent faire en matière d'entraînement. Nous, on leur livre, on leur apprend à servir du VAD, on leur apprend à servir des équipements, on leur apprend à servir du César, on leur donne les fondamentaux en matière tactique, en matière de travail d'état-major, mais on n'est certainement pas les gardiens, les gardes-chiourmes de l'armée ukrainienne. Ça, si je résume, du côté ukrainien, c'était ni fait ni à faire. Toutes les erreurs ont été commises les unes après les autres. Je n'ai absolument pas le détail, mais quand un commandant de brigade est relevé de son commandement, c'est que moi j'étais commandant de brigade, avant qu'on relève un général de sa brigade, c'est quand même assez lourd quand même.